Bonjour. 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 Moi, ça marche bien. Euh, Merci d'être là. Donc, je m'appelle Emmanuel Bensadoun, je travaille à France Hydrogène. Et donc, je vais essayer d'animer cet atelier dont le sujet est précisément l'intégration des technologies hydrogènes dans des solutions d'autoconsommation pour bâtiments et écoquartiers. Donc France Hydrogène, un petit mot sur France Hydrogène. On est une association qui représente les acteurs de la filière hydrogène en France. On a à peu près 460 membres, dont certains sont autour de la table. Et nous travaillons avec, nous faisons l'interface entre la filière, donc les acteurs industriels, les territoires et les pouvoirs publics pour, je dirais, préparer le terrain pour accueillir le déploiement de la filière hydrogène. Au sein de cette association, nous avons depuis peu de temps un groupe de travail sur le bâtiment, donc la décarbonation du bâtiment et les solutions hydrogènes associées. Nous avons une trentaine de membres sur ce groupe de travail et nous travaillons en ce moment à faire un certain nombre de livrables à destination du public pour établir les feuilles de route associées. Donc aujourd'hui, avec moi, je vais laisser se présenter Olivier, s'il te plaît. Donc bonjour. Donc pour ma part, c'est Olivier Stenuy. Je suis le responsable de la stratégie du développement de l'hydrogène chez BDR Thermea. Alors BDR, ça veut dire Baxi de Dietrich Remea. Et en France, on est plus connu sous la marque de Dietrich. Donc on est à l'origine un chaudiériste. On fait à peu près la moitié de notre chiffre d'affaires avec de la pompe à chaleur et l'autre sur la partie combustion. Et donc les deux domaines sont très complémentaires. Et pour la partie hydrogène, ça fait plus de 10 ans qu'on travaille au développement de solutions et principalement la combustion. Merci. Franck, tu es directeur commercial à Sylphen. Je te laisse te présenter, s'il te plaît. Voilà, Sylphen, donc on travaille sur le bâtiment exclusivement. On va aller stocker de l'hydrogène sur le bâtiment et le restituer sous forme d'énergie 6 mois, 1 an après, quand on en aura besoin. On a pas mal de brevets, on en parlera tout à l'heure. Merci. Thierry. Bonjour, je m'appelle Thierry Rampillon, je suis architecte au sein de l'agence Arche 5 Créon. Arche 5 s'est regroupé avec Créon l'année dernière. Je dirais on a 4 types d'activités. De l'industriel, on est en cours de réalisation des locaux de Arémont, plus anciennement Schneider. Du logement, plus classiquement. Ce que j'appellerais moi les one-shot, en fait c'est surtout les équipements, les bâtiments qui sont très spécifiques, comme des salles de spectacle et dernièrement les archives de l'Isère. Et puis le dernier, en fait, c'est ce que j'appellerais les bâtiments élastiques, tous les bâtiments qui ont besoin de beaucoup de flexibilité, dont effectivement les bureaux. Et beaucoup de bâtiments qui ont besoin aujourd'hui de se projeter dans l'avenir en termes de bas carbone, en termes de restructuration. Et globalement, on travaille, j'oublie quand même une chose très importante qui est la question du paysage, urbanisme et paysage. Et donc, moi je suis là parce qu'on a fait des bâtiments de bureaux, et dont un bâtiment à Nantes, à Saint-Herblain exactement, qui s'appelle Delta Green, et qui stocke son énergie dans une pile à hydrogène. L'énergie qui est produite en énergie solaire est stockée dans une pile à hydrogène. Bâtiment livré en 2018. BEPOS avec toutes les caractéristiques environnementales qu'on demande à un bâtiment aujourd'hui, en termes carbone et en termes de consommation d'énergie. Thierry, je vais t'interrompre 1 minute pour présenter l'hydrogène pour ceux qui connaissent peut-être pas ou peu. Donc l'hydrogène, c'est un gaz vecteur énergétique, donc on le synthétise à partir de différentes sources d'énergie primaire, mais notamment à partir d'électricité et d'eau, pour s'en servir comme un mode de stockage. Donc on électrolyse l'eau, on produit de l'hydrogène et de l'oxygène, et ensuite on peut revaloriser cet hydrogène avec la réaction inverse, donc dans une pile à combustible ou en combustion.
pour recréer de l'énergie, soit sous forme d'électricité, soit sous forme de chaleur. Et donc aujourd'hui, l'hydrogène est considéré comme une des solutions qui peut intervenir, qui peut participer à la décarbonation d'un certain nombre de domaines de secteurs industriels ou de la mobilité. Là où l'électrification directe pose un certain nombre de problèmes justement globalement en termes de capacité à stocker suffisamment d'énergie par rapport aux applications considérées. Et donc, quand Thierry mentionne la possibilité de stocker de l'énergie avec une pile à combustible, donc il entend convertir, je pense, Thierry, convertir l'électricité en hydrogène pour restituer à un moment plus opportun cet hydrogène, cette électricité pour satisfaire aux besoins. Et donc, Thierry, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? C'est quoi un bâtiment en autoconsommation? C'est quoi un écoquartier? Est-ce que tu peux nous éclairer sur ces notions? Alors, parmi tous les acteurs en fait, qui conçoivent un bâtiment, qui font partie des équipes de conception, on a effectivement ces répartitions. Je dirais, quand on prend un bâtiment, il y a deux choses importantes qui sont la consommation du bâtiment lui-même, donc qui est liée directement à sa conception et on verra à son comportement. Et puis il y a la production d'énergie qu'on va mettre en place dans le bâtiment. J'ai envie de dire, nous, notre partie à nous, c'est plutôt la question de la consommation d'énergie. C'est-à-dire que notre travail, c'est de faire en sorte que le bâtiment ait un comportement vis-à-vis de son environnement qui soit suffisamment vertueux pour dépenser le moins possible d'énergie. Bien sûr, cette énergie va être dépensée, on s'en doute bien, le plus en hiver, là où on produit le moins d'énergie. Et en fait, ce qui est intéressant dans les essais ou dans les approches qu'on a eues avec les questions de stockage, c'est comment les courbes se croisent entre la consommation d'énergie et la production. Et en fait, c'est cet intervalle entre les deux qui va trouver le meilleur équilibre. En fait, c'est là-dessus qu'on va travailler pour faire en sorte d'optimiser au maximum le besoin de stockage, pour qu'il soit le plus faible possible, effectivement, dans le bâtiment. J'ai envie de dire, ce qui est important pour nous, alors, nous, il y a plein de spécialistes là, de l'hydrogène. Moi, à la limite, j'ai envie de dire, la production d'énergie, la source de production d'énergie, peu importe, elle peut arriver d'un réseau, elle peut arriver de plein de choses différentes. Et on verra tout à l'heure que la question se pose sur bâtiments autonomes tout seul ou écoquartier ou groupe de bâtiments, etc., qui sont des choses importantes, comment on répartit tout ça. Mais pour nous, on est en interaction forte entre... pour la consommation d'énergie. Je dirais il y a 20 ans, on a des équipes, on travaille avec des ingénieurs qui font les calculs, le travail, etc. Il y a 20 ans, ce qui était énergétique, c'était des machines. Et puis on calculait, on appuyait sur les boutons et ça chauffait ou ça refroidissait, etc. Maintenant, la question est beaucoup plus en interaction et on travaille beaucoup plus en équipe dans la mesure où la question énergétique, elle est liée au comportement même du bâtiment, sa façon, évidemment son isolation, sa compacité, sa façon de capter la lumière ou pas, la capacité qu'il a de capter de la lumière naturelle pour utiliser le moins possible de lumière artificielle, etc., etc. Et nous, notre travail, c'est ça. Je dirais, c'est de faire en sorte que le bâtiment soit le plus sobre possible et le plus performant possible du point de vue de sa consommation d'énergie. Après, effectivement, on va produire de l'énergie avec un certain nombre de sources, dont évidemment la question du solaire. Et puis, immédiatement se pose la question du stockage quand on manque d'énergie. Voilà, c'est cette question qu'on partage forcément et qui va nous amener à travailler beaucoup plus en collaboration plutôt qu'en corps d'État séparés, j'ai envie de dire. Merci Thierry.
Un autre point qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer ensemble, c'est aujourd'hui le bâtiment à très faible consommation, donc c'est bien ça votre plus-value. En fait, aujourd'hui, on a tout un parc de bâtiments à traiter. On en a une partie qui va être sur du neuf, donc comme usuellement, en fait, on va avoir de la très haute performance sur les nouveaux projets. Et ensuite, on a quand même l'ancien, la rénovation et tous ces marchés-là sur lesquels on doit faire avec ce qu'on a, sur lesquels on a un potentiel de limitation de la consommation d'énergie, mais pas infini. Alors effectivement, la question se pose bien sûr pour les bâtiments anciens qui n'ont pas forcément toutes les caractéristiques requises pour un mode de consommation extrêmement basse. Notamment, je pense au mode de distribution du chauffage. Par exemple, classiquement, je vais donner un exemple. Nos bureaux sont à Grenoble dans un bâtiment qui s'appelle Bonne Énergie, qui a été conçu en 2010 et qui est un bâtiment énergie positive, où les 1800 mètres carrés du bâtiment sont chauffés avec une pompe à chaleur de 6 kg sur l'ensemble. 1800 mètres carrés. 6 kilowatts. On n'a pas de radiateur, on n'a pas de plancher chauffant, on n'a pas de clim. Et on arrive à avoir 25 l'été, quand il fait 35 dehors, etc. Et on arrive à avoir 20, 21 l'hiver. Donc, et quand on me demande si ça fonctionne, je dis que de toute façon, comme on n'a pas d'autres possibilités de produire de l'énergie, on n'a que la pompe à chaleur, donc on ne peut pas consommer plus. Voilà. Au pire, on aurait froid. Voilà. Mais on voit bien que dans un bâtiment ancien, par exemple, qui n'a pas la capacité d'avoir une bonne étanchéité à l'air, où la question de l'air froid rentre un peu comme il veut, etc., on va être obligé de s'appuyer sur des systèmes de chauffage qui sont effectivement liés à la question de la puissance. Et donc là, effectivement, les bâtiments BEPOS, les bâtiments neufs qu'on fait aujourd'hui, ont besoin de très peu de puissance en fait pour fonctionner. À Bonne Énergie, la conso la plus importante, c'est les ordinateurs de tout le monde. Voilà. Donc effectivement, la question va se poser différemment et j'imagine qu'il y a des stratégies autres pour les bâtiments existants, même s'il y a des capacités d'améliorer effectivement leur performance énergétique, mais on n'arrivera pas à des systèmes où on n'aura pas du tout de chauffage ou pas du tout de choses comme ça. Donc là aussi, je pense que vous avez travaillé sur ces questions-là, bien sûr, parce que ça sera nécessaire. Il faut souligner que le parc existant, ça représente 90-95% de ce qu'on va habiter dans les années qui viennent. Donc il faudra effectivement traiter cette question. Alors justement, merci Thierry. Ça me fait penser à un parallèle qu'on peut faire avec la notion de rétrofit qui existe sur les véhicules ou sur les avions. En fait, on a des flottes à décarboner et on peut pas. En fait, on a des cycles industriels. On peut pas faire ce qu'on veut. On peut pas mettre à la poubelle l'ancienne génération et tout remettre à zéro, à neuf. Donc en fait, c'est un peu dans cette typologie d'industrie que s'inscrit l'une de vos solutions, Olivier. Donc quand on parle chaudière hydrogène, si tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste et en quoi ça peut venir amener une solution sur en fait toutes ces problématiques de décarbonation dans les différents contextes de bâtiments qu'on peut trouver ou de quartiers qu'on peut trouver. Donc aujourd'hui, on a une vraie difficulté sur le bâtiment, c'est qu'on a tracé principalement la pompe à chaleur comme étant la bonne solution. Et il y a beaucoup de cas d'usage où elle ne peut pas être installée. Alors pour plein de raisons, ça peut être les capacités réseau électrique, parce qu'on est dans un endroit où on n'a pas assez de flux. Ça peut être les difficultés structurelles du bâtiment. Effectivement, si on fait un bâtiment neuf, on va le concevoir dès le départ pour qu'il soit quasi en autonomie et en adéquation avec l'environnement. Quand vous avez un château du XIIIe siècle ou un château du XVe, que vous avez un super quartier parisien avec des jolies façades haussmanniennes, vous n'allez pas commencer à faire de l'isolation par l'extérieur. On ne va pas pouvoir modifier l'infrastructure intérieure. Donc l'idée, c'est qu'il
il faut trouver des solutions technologiques qui soient en rapport avec l'usage. La deuxième chose qui était pour nous importante, c'était que la filière, elle reste la même. C'est-à-dire que quand vous brûlez un gaz, que ce soit du propane, que ce soit du gaz nat, que ce soit du gaz vert, ou que ce soit de l'hydrogène, ça reste une combustion. Et donc, il fallait que les équipements et la technologie soient dans le cadre du chauffagiste. Il fallait un système simple qui se démonte avec 2 boulons et qui soit entretenu avec un coup de fil avec le dépanneur. Donc l'hydrogène a cette chance-là, c'est que c'est un gaz qu'on peut fabriquer facilement, localement, et qu'on peut venir soit utiliser en pur, soit utiliser en mélange. La stratégie, elle va être liée au flux que l'on a. Si vous avez un joli appartement parisien, vous n'allez pas commencer à mettre des cuves de stockage d'hydrogène localement. Donc la bonne idée là, c'est de dire je vais venir fabriquer de l'hydrogène à la demande à partir d'un flux électrique. Et puis ma valeur ajoutée, c'est de dire si j'ai beaucoup d'électrons, je fais de l'hydrogène et je décarbone. Et puis si j'en ai peu, j'utilise le gaz que je reçois. Donc ça veut dire que l'hydrogène va être un moyen de défossiliser les usages. Maintenant, si on est pote avec Caterpillar, on casse tout à Paris, on refait une ville magnifique, tout orientée zéro carbone et tout va bien. Mais ça sera utopique. Et donc dans ta solution, l'hydrogène n'existe que de manière transitoire. En fait, il n'est pas stocké, c'est une étape transitoire de conversion d'énergie. Absolument. Et puis, une des idées fortes qu'on avait aussi, c'était de dire comment je fabrique cet hydrogène. On a parlé tout à l'heure de la source eau. Et nous, ce qu'on voulait, c'était que cette eau, elle ne parte pas. Et donc, quand vous avez une chaudière qui est dite à condensation, c'est une chaudière qui va transformer la vapeur d'eau contenue dans les fumées pour la faire changer d'état, donc de passer de l'état de vapeur à l'état liquide. Et cette eau, elle, on va la récupérer. Et c'est cette eau qu'on injecte dans un électrolyseur. Là, on va fabriquer de l'oxygène et de l'hydrogène qu'on va mélanger au gaz et qu'on réinjecte dans la chaudière. L'intérêt de faire ça, c'est qu'effectivement, on n'a pas d'ATEX, on n'a pas de stockage, on n'a pas de pression et on est dans le monde du chauffagisme. ATEX, atmosphère explosive. Donc Pardon. effectivement, quand on a du stockage d'hydrogène dans certaines proportions de pression et de volume, en cas de fuite dans l'environnement, on peut générer une atmosphère explosive. Et dans ces cas-là, on a besoin, donc on sait très bien le gérer, mais on a besoin de dispositifs de sécurité supplémentaires pour permettre une ventilation comme on peut en avoir avec d'autres gaz inflammables. Absolument. Et puis l'autre idée qui traîne derrière cette production de gaz local, c'est que l'hydrogène est un gaz électrique. Et donc on est bien dans la logique de l'État d'électrifier le pays. Dire clairement, c'est la stratégie qui est définie. Si je viens coupler un usage électrique associé à une combustion, je vais bien aider l'État à venir décarboner les usages, à les défossiliser. Les vrais effets de bord. Le premier, c'est qu'on a besoin de très petites puissances électriques. Pour une chaudière domestique, comme vous avez sûrement chez vous, avec un électrolyseur de 1 kW, vous effacez la moitié des émissions de CO2 d'une année. Donc ça a déjà beaucoup de sens. C'est-à-dire que vous ne déstabilisez pas le réseau, vous êtes plutôt là pour l'aider. Et puis l'autre effet génial, c'est que lorsque vous mélangez des gaz, vous avez des effets sur la combustion. Donc on va venir baisser les émissions de CO2 de l'ordre de 30 à 40%, ça c'est assez simple. Mais on va surtout effondrer le CO, donc le monoxyde de carbone qui est responsable de décès rapides, c'est inodore mais totalement efficace. Sauf que là, on l'a divisé par 6. Et puis le deuxième effet qui est là encore plus sympa pour nous, c'est les NOx, on appelle les oxydes d'azote. Vous savez, c'est ceux qui sont responsables des pluies acides. Et là, lorsque vous faites des mélanges oxygène, hydrogène, gaz, vous divisez par 10 les émissions de NOx. Ça veut dire que si on transposait dans le rêve d'une zone de ZFE, une zone à faible émission, une chaudière hybridée serait meilleure que la meilleure des voitures hybrides aujourd'hui, alors qu'on utilise quasi le même carburant, qui est une base de carbone et d'hydrogène comme combustible. Donc sur ces émissions, donc en fait, tu nous dis que le système nous permet de contribuer à la décarbonation dans des environnements sur lesquels on n'a pas forcément de solution alternative. Le deuxième point que tu mentionnes, du coup, est relatif à un autre aspect environnemental qui est la qualité de l'air. Et donc, les NOx contribuent à la diminution des NOx contribue à améliorer la qualité de l'air. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, nous expliquer pourquoi on produit beaucoup moins de NOx qu'avec une chaudière à gaz classique ? Alors, les NOx, il y a 3 éléments fondamentaux pour les fabriquer. Le tout premier, c'est ce qu'on appelle les NOx natifs. C'est ceux qui arrivent dans le tuyau de gaz, où il y aurait de l'azote qui traîne. Donc celui-là, il est lié au réseau. Le deuxième, c'est lié au temps de parcours dans la flamme. Et quand l'azote va doucement, en fait, il a le temps d'interagir et donc de fabriquer beaucoup, de s'oxyder donc, et de faire beaucoup
d'azote de NO ou NO2. Et puis le troisième élément que nous, on a cherché à faire, et c'est ce qui va se passer avec l'hydrogène, c'est que la température de la flamme, elle est directement liée... Les émissions de NOx sont directement liées à la température de flamme. Si vous brûlez de l'hydrogène pur, il est 150 degrés plus haut en température que le gaz nat. Donc on devrait faire beaucoup plus de NOx avec une combustion hydrogène pure. Ce n'est pas ce qui se passe. Pourquoi ce n'est pas ce qui se passe? C'est parce qu'on n'est pas en excès d'air, donc on n'a pas ce temps de génération des NOx natifs. Et la deuxième chose, c'est que l'hydrogène est tellement rapide que la flamme se passe très très vite. Donc la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, on fait sur une flamme hydrogène pure moins de NOx que sur la meilleure des chaudières gaz. Et lorsqu'on hybride, alors là, l'efficacité elle est encore plus forte, c'est parce que j'ai plus d'excès d'air, simplement parce que je suis venu mettre de l'oxygène et de l'hydrogène dans ma flamme. Ensuite, j'ai toujours cet hydrogène qui fait que ça se pousse très très vite, donc j'ai un temps de parcours qui est très faible. Et j'ai, de l'autre côté, de fait de la présence d'H2O dans ma combustion, baissé les températures de pointe. Donc c'est là, les NOx apparaissent tout au bout. Le fait de les avoir refroidis par la présence de O2H2, l'état de vapeur, en fait, baisse ma flamme. Donc c'est un vrai avantage en gardant le même équipement. On ne l'a pas fait plus tôt, c'est ça la bonne idée. Ces chaudières, un dernier mot, ces chaudières hydrogène, elles pourraient aussi fonctionner sur un réseau de gaz du coup classique et pas seulement sur cette modalité de zéro stock d'hydrogène en quelque sorte. Alors on pourra effectivement, alors là on a tout panel possible, du gaz gris historique qu'on hybride, d'un gaz vert que l'on va aussi hybrider, d'un réseau d'hydrogène qui serait disponible. Et donc on peut rêver demain d'avoir une chaufferie qui va de 0 à 100% d'hydrogène et qui suit en fonction des flux énergétiques disponibles. C'est ce qui va se passer sur Strasbourg dans quelques semaines, où on aura une chaufferie où il y aura de l'hydrogène dedans, du gaz vert, de l'élec qui arrive, et on va hybrider au mieux. Moi, le rêve absolu, c'est dites-moi quelle consommation d'énergie vous voulez par an et quel niveau d'émission de CO2, et je vous fais la machine qui correspond, sans toucher à l'infrastructure, parce que c'est vraiment ça la force du jeu. On est extrêmement résilient. Et ça, c'est la valeur de demain, c'est que ces technologies, ça sera des black box. C'est-à-dire comment on le fait, c'est notre problème. Ce que vous voulez, c'est la meilleure des chaleurs, la moins carbonée et qu'elle marche quand vous êtes là. Et maintenant, c'est à nous de faire ça. Et c'est ce qu'on est en train de préparer. Et du coup, à ce titre, Franck, je crois que du coup, Sylfen travaille beaucoup sur ces questions qui deviennent un peu compliquées, ou complexes en tout cas, d'agencement de différentes technologies, de différents vecteurs pour obtenir une gestion intelligente de l'énergie dans le bâtiment. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Avec plaisir. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a abordé le sujet de l'hydrogène par le bâtiment, en comprenant le bâtiment, comprenant comment il se comporte, et comment les utilisateurs utilisent l'énergie qui reste à utiliser. Et on a modélisé tout ça. On modélise tout ça sur chacune de nos études avec des gros logiciels de calcul qui sont maison, qu'on continue de développer tous les jours. À partir de là, on va aller adresser nos solutions pour challenger les consommations et les réduire. Enfin, pas réduire les consommations, mais les compenser par l'énergie solaire qu'on a stockée au préalable ou qu'on va stocker demain pour après-demain. L'idée, donc, c'est vraiment de comprendre les consommations sur un pas de temps très court pour être hyper réactif et hyper ajusté par rapport à la consommation réelle. Donc ça, c'est un gros logiciel qui nous permet de faire ça. Une fois qu'on a la maîtrise du bâtiment, qu'on a la maîtrise de l'énergie dans le bâtiment, on va effectivement aller chercher les solutions de stockage de l'énergie solaire, l'énergie renouvelable, c'est celle qui nous intéresse pour Sylfen. Et au plus on en aura, au plus on pourra s'adapter au bâtiment et le redistribuer soit sous forme d'électricité, soit sous forme de gaz pour les chaudières de BDR Therma, par exemple, puisque évidemment on travaille avec Olivier. Et voilà ce que je peux dire pour tout de suite. Et donc, d'une certaine façon, ce que permet ce type de solution, ça va être de gérer l'intermittence des énergies renouvelables de manière décentralisée en quelque sorte. Alors, gérer l'intermittence des ENR, absolument. Et en fait, on va plutôt le centraliser, mais sur le bâtiment. C'est-à-dire qu'en fait, on va vraiment stocker sur le bâtiment notre énergie pour ne pas la transporter et pour que chaque propriétaire qui a stocké son énergie la retrouve au moment où il en a besoin, au moment où il le décide.
Donc c'est vraiment l'objet de Sylphen, c'est vraiment de travailler sur toutes les énergies. On va travailler avec des électrolyseurs qui sont réversibles et qui travaillent à une température très haute, qui est de 700 degrés, ce qui fait qu'en fait tout ce qui est question de rendement avec nos conversions d'hydrogène, on garde tout puisqu'on va tout transformer en chaleur qu'on va réutiliser dans le bâtiment, soit pour préalimenter les chaudières, soit pour faire du froid pendant l'été. Et puis, on sait ce qu'on est en train de travailler. On l'a vu tout à l'heure, la démonstration sur un pitch, travailler avec les hautes chaleurs pour recréer l'électricité derrière. Donc, en fait, on arrive à tout récupérer et avoir en restant localisé sur le bâtiment, on atteint des rendements qui sont très hauts. Et donc, c'est ça l'idée de l'énergie telle qu'on la voit demain dans l'environnement du bâtiment. Est-ce que donc vous manipulez certaines briques de stockage, mais pas seulement l'hydrogène, donc aussi des batteries, je crois. Est-ce qu'on peut parler de complémentarité? Comment s'établit cette complémentarité? Ou dans quel cas est-ce qu'on va sélectionner l'une et l'autre? Ou est-ce qu'on les fait fonctionner ensemble? Comment ça se passe? C'est une très bonne question. Tout à l'heure, tu disais, Thierry, que ce qui consommait le plus dans ton bâtiment, c'était les ordinateurs. Et donc, j'imagine que tu travailles le soir aussi, ou des nuits, certainement, pour les architectes. Et donc, en fait, le logiciel qu'on a, qui s'appelle Paseo, puisqu'il connaît l'utilisation du bâtiment, la manière dont les utilisateurs vont utiliser le bâtiment, on va alimenter notre logiciel pour qu'il sache à quel moment, dans quel vecteur il est plus intéressant de stocker l'énergie solaire, l'énergie, l'ENR qu'on récupère. Alors évidemment, les batteries, on va avoir 24 heures, 48 heures d'autonomie sur une batterie sans perte. Et donc ça, c'est intéressant, notamment pendant tous les jours d'été. Mais pendant tous les jours d'été, on a aussi tellement de production solaire sur nos bâtiments que une fois qu'on aura chargé un jour ou 2 jours d'énergie électrique, ou si on sait que demain, on va avoir encore plein de soleil au moment où Thierry va travailler, ça ne sert à rien de charger la batterie puisqu'il y aura du soleil. Donc on va récupérer le soleil d'aujourd'hui pour fabriquer de l'hydrogène pour le mois de décembre. Et en fait, notre logiciel voit ce qui se passe dans le futur, va chercher les infos du futur pour les appliquer à ce qui se passe aujourd'hui. Ah ouais, du futur, de Météo France, on va dire. Et pour vraiment avoir la meilleure stratégie par rapport à l'usage du bâtiment. Et on a des consommations qui sont standards, qui sont tous les jours. Les data centers dans tous les immeubles de bureaux, on a une couche immuable de consommation d'énergie qu'on adresse de la même manière avec le paramètre le plus intelligent pour aller stocker l'énergie de la manière la plus efficace. Donc, on hybride un petit peu dans tous les sens et toutes les combinaisons sont quasiment possibles. C'est-à-dire qu'il peut y avoir de l'électrolyseur réversible pour refaire de l'énergie électrique, pour refaire de la chaleur. Il peut y avoir une hybridation avec de la pile à combustible. On a vu qu'il peut y avoir une hybridation avec les différents gaz propres. Donc en fait, on est vraiment... Est-ce qu'on est en train de rentrer dans une espèce d'air où en fait on est obligé de prendre le meilleur parti des différentes technologies qui sont à disposition pour offrir la meilleure solution? Et entre guillemets, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas une solution idéale qui marche dans tous les cas, quoi? C'est le principe du mix énergétique et c'est exactement ce qu'on veut adresser avec la manière dont on va gérer ce stockage de l'énergie. On va la prendre, on va la restituer à qui en a besoin de la meilleure manière. On a aussi bien les pompes à chaleur que les chaudières, que l'électricité en direct. Et effectivement, on est là vraiment pour apporter une solution à l'échelle suffisamment large pour faire de la résilience, comme tu disais tout à l'heure, Olivier, ou pour faire de la collaboration entre les différents bâtiments. C'est pour ça qu'on s'inscrit dans cette notion d'éco-quartier, pour dire que chacun produit à une heure différente dans la journée. Donc on va pouvoir produire, on va avoir besoin d'opérateurs pour gérer des réseaux, redistribuer cette énergie derrière. Évidemment, si on parle d'un réseau de distribution. Et en fait, on est capable aujourd'hui, on a la technologie pour adresser un bâtiment ou un quartier, un gros bâtiment. Voilà. Et évidemment, on parle de modularité, donc on va commencer sur des sujets qui seront petits au démarrage, mais qui peuvent grandir et grandir pour arriver au chiffre qui fera plaisir à chacun d'entendre en termes d'autosuffisance, on va dire. Voilà. Et donc cet écoquartier, à quoi il ressemble en fait plus concrètement lorsqu'on parle d'hydrogène et d'énergie renouvelable? Comment est-ce qu'on pourrait décrire ça de façon un peu imagée?
La production solaire, on la voit bien sur tous les bâtiments, sur toutes les ombrières. L'électrolyseur réversible, on l'imagine bien au pied de chaque bâtiment pour pouvoir récupérer l'énergie qu'on évoquait tout à l'heure, la chaleur, le froid. Donc on voit bien. Et la question, ça va être le stockage. Tu l'évoquais tout à l'heure. Le stockage, faut qu'on adresse ce sujet-là, il faut qu'on le protège, qu'on le sécurise. Et donc c'est ça qui va être finalement au cœur d'un écoquartier. Ça va être la manière dont on va organiser ce stockage. Je ne parle pas de le mettre de manière mutualisée, mais pourquoi pas à la limite, mais en tout cas le sécuriser. Tout ce qui se passe au niveau d'une chaudière, au niveau d'un électrolyseur, au niveau... c'est quelques kilos, donc il n'y a pas de sujet par rapport à ça d'hydrogène. Le sujet, ça va être le stockage. Ce qu'on va chercher à faire quand on parle de stockage, c'est de maximiser le stockage, évidemment, pour pouvoir tenir tout l'hiver et arriver sur des énormes taux de décharge du réseau quand on pourra le faire. Donc l'écoquartier va s'organiser sur une mutualisation des moyens de production pour qu'on puisse produire au maximum. Et puis un stockage organisé et sécurisé de cet hydrogène. Et chacun reconsommera ce qu'il a produit, en fait. C'est comme ça qu'on imagine, nous, un écoquartier. Merci Franck. Il nous reste quelques minutes, donc oui, bien sûr, justement. D'un écoquartier, il y a plusieurs propriétaires. Comment fait-on avec l'aspect de la réglementation Enedis? C'est-à-dire qu'en principe, un producteur ne peut pas revendre, il peut autoconsommer, mais il n'a pas de revendre son énergie à un autre propriétaire. On est bien d'accord. Donc j'ai voulu préciser ça. Merci de lever le sujet. J'ai bien dit que chaque producteur va produire son hydrogène. C'est simplement le stock d'hydrogène qu'on envisage de délocaliser dans un écoquartier pour gérer une grosse zone de sécurité autour de ce stock d'hydrogène. Mais vous produisez votre électricité solaire, vous la transformez dans votre hydrogène, vous allez reconsommer votre propre hydrogène 6 mois plus tard. C'est simplement le stockage qu'on ne fera pas au pied de l'immeuble, qu'on ira mettre un peu plus loin. Pour les zones ATEX notamment. Absolument. Après, chez un bailleur social, pour un écoquartier, si on est en autoconso collective, à l'échelle d'un bailleur, ça marche. Aujourd'hui, la réglementation, elle est prête pour ça. On le fait pour une Comcom, on le fait pour une mairie. À l'échelle d'un bailleur, mais par contre, les différents locataires qui ont des compteurs propres, comment fait-on? Ils payent la turpe, c'est tout. C'est tout. Ça, c'est clairement établi. C'est le seul cas qui est clairement établi pour l'autoconso collective. J'avais une seconde question. Sur les habitats, on parlait tout à l'heure des bâtiments haussmanniens, on ne pouvait pas toucher les isolations, les intérieurs, les extérieurs, etc. Mais lorsqu'il y a du chauffage par radiant électrique, comment fait-on? Là, on est dans la case en haut où j'ai de l'électricité, je ne peux pas mettre de pack et je n'ai pas le choix. Si on met un réseau, on peut y arriver. Si on fait un système de traitement d'air avec une CTA, on peut aussi alimenter une centrale de traitement d'air, pardon. On peut alimenter avec les batteries. Voilà. Ça, c'est la réflexion cas par cas et c'est souvent avec eux qu'on travaille là-dessus. Parce qu'il y a de nombreuses habitations qui sont en tout électrique. Il y en a encore, oui. Il y en a encore. Même beaucoup. Et donc c'est là que je reprends la parole. Du coup, quand on dit qu'on adresse tous les bâtiments, c'est que nous, on va être capable de fournir de l'électricité verte tout le temps, puisqu'on va la stocker pendant l'été. Quand elle va être en surproduction, on va la stocker et la redistribuer au chauffage électrique que vous évoquiez tout à l'heure. Vous la stockez sous format haute pression? On la stocke sous format hydrogène, effectivement. Oui, mais en haute pression, vous n'avez pas la liquéfier, je veux dire. Non, on va rester en gaz, absolument. En gaz. Pour une application stationnaire du bâtiment, on n'a pas ces questions qu'on retrouve dans la mobilité. On a besoin d'en emmener beaucoup. Nous, finalement, on a de la place par rapport à une voiture, à un camion, à un avion. Donc on va garder une forme gazeuse et on va le retransformer, reformer de l'électricité pour l'utilisateur final. Absolument. Juste sur la question des bâtiments anciens, j'en profite pour lancer un appel à militer pour la rénovation, la vraie rénovation en fait des bâtiments anciens. Parce qu'aujourd'hui, on fait des rénovations thermiques ou des rénovations énergétiques qui ne prennent pas en compte les questions d'usage et les questions de remise sur le marché contemporain, j'ai envie de dire, avec des usages contemporains des bâtiments anciens. Et là, il y a un vrai travail à faire de faire en sorte que
la réhabilitation ou la rénovation de bâtiments anciens soit pas seulement soit un coup de peinture, soit de l'isolation, soit des fenêtres, etc. Mais bien la manière de remettre dans la scène contemporaine des bâtiments anciens qui vont avoir un usage contemporain. Et ça, c'est vraiment un travail qu'on fait très peu aujourd'hui, parce qu'on a plutôt tendance à voir l'aspect technique, simplement, voire même l'aspect uniquement isolation presque de ces questions-là, qui résout finalement assez peu des problèmes qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc ça, il y a une vraie réflexion à faire sur ces questions-là. Bonjour. Moi, j'ai une question par rapport au coût que rajoute le stockage, parce qu'on sait que le stockage sur des durées longues de plusieurs mois, ça coûte extrêmement cher si c'est pas en caverne souterraine. Du coup, je voulais savoir si ce coût rajouté par juste le prix des réservoirs, en fait, conduisait pas à un coût final de l'énergie qui n'est pas de plusieurs milliers d'euros de mégawattheure. Comment vous gérez ce coût du stockage ? Alors, c'est une vraie question. Le coût du stockage aujourd'hui, c'est un sujet qu'on adresse aussi. Donc, il y a la technologie telle qu'elle existe, il y a la technologie telle qu'on la travaille pour demain. Donc là, on rentre dans des sujets confidentiels. Je ne vous en dirai pas plus pour ce soir, mais effectivement, la question du stockage et la modularité du stockage est importante. C'est pour ça que tout à l'heure, je dis, on va aller adresser les consommations du bâtiment sur une année, sur un pas très fin, pour pouvoir ajuster au plus possible notre besoin en stockage. On pourrait dire on stocke, mais si au final on ne consomme pas tout son stock, ça ne sert à rien. Donc en fait, la problématique du stockage, la problématique en termes de coût, mais la problématique aujourd'hui en termes de surface et de zones protégées ATEX est une vraie problématique aujourd'hui. Alors il y a un coût, évidemment, il y a un coût qui est important. Alors, je ne sais pas si on peut parler en milliers d'euros comme vous le suggérez, c'est un peu moins, je pense. J'ai perdu mon propos. Merci pour la question. Je n'ai pas de réponse à vous donner comme ça aujourd'hui. Il y a des sujets, il y a beaucoup de monde qui travaille sur ces questions-là. On n'est pas dans le même environnement que la mobilité, on l'a évoqué tout à l'heure, on n'est pas sous les mêmes pressions. Et on s'approche de solutions économiques qui vont permettre de développer ça à grande échelle et très rapidement en s'affranchissant du coût du stockage qui vous fait peur aujourd'hui. Moi, je vais juste revenir sur la partie chauffage et le stockage d'hydrogène pour le bâtiment. On a un de nos field tests qui n'est pas très loin d'ici. C'est un bâtiment donc, du 13e qui a 4000 m² à chauffer, en radiateur. Et on a 79 kg d'hydrogène stocké. En fait, ce qu'on imagine tous, c'est de vouloir couvrir les pointes. Si vous faites la courbe des DJU annuels, donc les degrés jours unifiés, ça vous parle peut-être, vous passez plus de 80% de votre temps à moins de 50% des besoins. Ça, c'est ce qu'on oublie. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il fait moins 5 dehors. Moi, si demain, il y a des pingouins sur la Garonne, je pense que toutes les chaudières sont assez... sur le Rhône, ici, pardon, les chaudières sont assez puissantes. En fait, on a toujours tout surdimensionné. Sur les logiques de stockage, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. C'est trouver la bonne quantité, la bonne résilience à notre bâtiment et toujours au réseau. Et donc, le bâtiment dont je vous parle, avec 79 kg d'hydrogène stocké, on a une entrée gaz vert et puis une électrification locale avec un petit électrolyseur. On arrive à couvrir 100% des besoins électriques du bâtiment et on couvre plus de 60% des besoins de chauffage avec le stockage. Et le fait de rajouter l'électrolyse locale, je monte à plus de 90% des besoins couverts. 80 kg de stockage d'hydrogène, c'est 8 petits racks. Des petits racks de 200 bars tout bêtes. Oui, ça veut dire qu'en fait, l'énergie qui a été stockée, c'est qu'une petite partie d'énergie qui va être consommée en hiver. Ouais. Okay. Il ne faut pas oublier que la thermique, elle nous aide et qu'elle a beaucoup d'inertie. Ah ouais. Et dans le bâtiment, ça a beaucoup de sens de surchauffer peut-être d'1 degré à 16 heures pour ne pas allumer une énergie carbonée à 19 heures. Okay. Donc vous pondérez par rapport à une petite partie. Okay. Et au départ, on avait fait un calcul heure par heure. Et donc j'ai une étudiante qui bosse sur ça maintenant où elle est rendue à 10 secondes toutes les 10 secondes. Et je lui casse les pieds pour qu'elle me fasse une modélisation seconde par seconde. Parce que le jour où j'ai ça, et bien là, on a exactement la bonne résilience, réseau, besoin, bâtiment, stockage. Et là, on aura une courbe qui sera absolument magnifique. Et des petits systèmes, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, sont beaucoup plus efficients que des trucs géants
qui ont des rendements qui ne sont pas bons. Vous connaissez des grandes centrales qui ont des rendements qui ne sont pas exceptionnels, alors que des petites localement pourraient faire beaucoup plus d'énergie. Et c'est cette partie-là où l'hydrogène et la décentralisation a du sens. Et à l'échelle d'un écoquartier ou d'un smart grid, d'un compteur électrique, on peut faire des merveilles. Quelques calculs rapides faits avec des copains du CSTB, si on divisait par 2 les besoins d'énergie primaire pour faire le même résultat. Juste avec un usage local. Et ce que nous, il se passe à Toulouse, c'est parce que vous avez à Lyon et pas ce qui se passe à Lille. Les usages ne sont pas les mêmes et les besoins non plus. Bonjour, j'avais une question sur le rendement de la chaudière hydrogène par rapport à une chaudière électrique. Ah, ça c'est la vraie question. Alors une chaudière électrique, rendement 1. Inertie proche de l'infini, temps de réactivité proche de l'infini. Chaudière hydrogène, rendement, allez si on est honnête, 97%, sur une vraie bien faite. Une standard, on est à 90%. Réactivité quasi instantanée, modularité de 10 à 100% de sa puissance. C'est là où elle a du sens. Si je fais le parallèle avec l'électrification, donc l'association d'un électrolyseur et d'une chaudière, on pourrait se dire pourquoi vous faites chier à faire de l'électrolyse, ça n'a aucun sens. Vous mettez une résistance, ça marche pareil. L'électrolyseur il réagit à 40 millisecondes. Une résistance, c'est toujours pareil. Si vous y mettez 3 électrons avant que ça fasse quelque chose, on en a pour des semaines. Et si vous mettez pleine charge, il va lui falloir aussi du temps pour augmenter. Et en fait, la vraie valeur de passer sur un état, de transformer un électron en gaz et en chaleur, c'est d'être réactif. Ce que le monde... Maintenant, si on a un abonnement heure creuseur pleine et qu'on a un gros ballon tampon, il ne faut pas s'embêter la vie. On met une résistance, ça chauffe la nuit, on la récupère. C'est ce qu'on fait avec le chauffe-eau électrique depuis des années. Mais nous, ce n'était pas ça l'idée. C'est de dire là où je n'ai pas de place, où je suis extrêmement contraint, à quelle vitesse je peux aller. Maintenant, je vais aller sur un autre détail. Un électrolyseur standard, le rendement, il est proche de pas terrible. 50-52% dans le meilleur des cas. Maintenant, pourquoi ils ont ça? C'est parce qu'ils ont 3 éléments dans un électrolyseur, ils en ont 2 qui les emmerdent, ils en veulent qu'un, c'est l'H2. Or, quand vous faites du chauffage, la chaleur, elle vous intéresse. Donc la chaleur fatale, je ne la perds pas. Puis quand vous faites de la combustion, il y a 2 trucs géniaux, c'est que l'hydrogène, il a besoin d'oxygène pour faire de l'eau. Donc en fait, l'électrolyseur, d'un seul coup, son rendement qui était classiquement pas terrible devient plutôt exceptionnel. Et donc on est un peu plus de 97% sur un électrolyseur de combustion, parce que j'utilise les 3. Et puis derrière, la chaudière, elle n'est plus du tout dans le même mode. C'est que comme vous avez décalé son point de rosée, de beaucoup, parce que du fait que vous avez changé son régime, vous avez baissé le taux de CO2, et vous avez augmenté la quantité de vapeur d'eau. Donc vous changez son état, et aujourd'hui on a des rendements PCI qui sont supérieurs à 123%. Parce qu'on n'est plus dans le même mode. Donc un électrolyseur très bon, plus une chaudière qui change d'état, ben vous vous retrouvez avec un rendement global qui est meilleur qu'une chaudière seule, ou qui serait meilleur qu'une résistance et une chaudière seule. Et c'est ça qu'on cherchait à faire. Donc le rendement est plutôt bon. Ouais. D'accord. Et est-ce que le fait que la chaudière à hydrogène soit plus réactive permet une économie d'énergie en termes d'électricité? En fait, quand vous prenez un plombier, si vous avez, toutes les maisons de France font toutes 25 kW. Si vous regardez, tout le monde vend des chaudières qui font la même taille. Puis au même endroit, on aurait mis un système thermodynamique de 6 ou 8 kg. Et donc, ce qui fait le coût, c'est-à-dire, vous pouvez avoir une chaudière qui a un rendement de combustion de 95% et un rendement d'exploitation de 30%. Pourquoi? Parce que la machine fait 10 fois plus que les besoins. Donc à chaque fois qu'elle s'allume, elle fait que des pertes. Maintenant, plus vous la ferez moduler, plus elle va être adaptée aux besoins. Le rêve absolu, c'est que la machine, elle démarre en octobre, elle s'arrête en mars. Un démarrage. Là, vous avez un rendement d'exploitation qui est quasi de 100%. Ça, c'est qu'il faut mettre des petites machines. Bon. En plus, un plombier va vous dire, mais la 10 kW, elle vaut le même prix que la 25. Alors pourquoi je mettrais une 10? C'est sûr que le prix de la machine, c'est le même. Les équipements de sécurité, la boîte, c'est tout pareil. Sauf que le coût d'exploitation, il est loin d'être le même. Et c'est pour ça que ça a du sens de faire des petites machines qui soient très réactives, juste pour mettre ce qu'on a besoin. Et en utilisant l'hydrogène, c'est exactement ça qu'il faut qu'on fasse. D'abord, on a un stock qui est limité, donc on va éviter de le perdre. Et ensuite, il faut qu'on ait la meilleure des combustions. Donc des petites machines qui modulent tout le temps. Donc plus elles tournent, moins elles consomment. Une question pour Franck Quivron. Est-ce que c'est indiscret de vous demander le coût de l'électricité qui est restitué par le fonctionnement inverse de la pile de votre système? Et plus
globalement, quel est un peu, entre guillemets, le temps de retour sur investissement? Est-ce qu'on y arrive d'ailleurs en gagnant sur l'énergie autoproduite en faisant de l'électricité avec l'hydrogène? Est-ce qu'on arrive à améliorer la facture d'énergie à un point tel que petit à petit, on a un retour d'investissement qui couvre l'équipement, hein, qui doit être assez, enfin, qui est encore assez spécifique, donc sans doute plus onéreux que des systèmes plus massifiés, quoi, en production. Voilà. Alors effectivement, nos produits qui sont déjà sur le marché aujourd'hui, qui fonctionnent, sont encore assez chers, c'est vrai. On arrive sur des retours d'investissement qui vont... Je ne peux pas vous donner un chiffre comme ça parce qu'en fait, vous allez comprendre, tout va dépendre de comment on va utiliser, comment votre bâtiment, comment votre utilisateur consomme son énergie. C'est-à-dire on a la capacité aujourd'hui, en reprenant le système comme on l'évoquait, en allant monitorer l'ensemble de vos consommations du bâtiment pour pouvoir choisir à quel moment on utilise l'énergie, on arrive à faire des retours sur investissement qui vont, alors pour la France, on doit être sur du 13 ans par exemple, on peut aller beaucoup plus haut. Sur l'Espagne, on est sur des retours super bas parce qu'il y a des moments en Espagne où l'électricité renouvelable est à 0 €, 2 heures ou 3 heures par jour. Donc c'est celle-là qu'on va les capter en fait, on va les stocker, elle est à 0 €, donc le retour est immédiat pour le coup. Voilà, donc en fait, ouais, on a, pour l'instant, on est sur des temps qui sont de 13 ans et plus, mais on parle en flat, on parle pas, on ne fait pas de projection sur une augmentation du prix de l'énergie, on ne parle pas du prix carbone, enfin du prix du carbone qu'on évoquait tout à l'heure. On est vraiment sur juste de l'énergie aujourd'hui, enfin le prix de l'énergie aujourd'hui, voilà. Donc on a des